Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Qualita. Studio Qualita, vous nous suivez sur Facebook, sur le site et on vous remercie à tous de votre fidélité. Pour le coup, nous recevons aujourd'hui Félix Pérez. Bonjour. Bonjour. Bonjour Félix. Alors vous avez gardé votre prénom en Israël? Oui. Ah ben voilà, au moins comme ça on ne vous oublie pas. Vous êtes en Israël depuis 8 ans. Oui. Tout juste. On peut même vous souhaiter Mazal Tov, je crois que c'est un anniversaire. On a fêté notre Alia il y a 2 ou 3 jours, nos 8 ans d'Alia. Voilà, extra. Donc, bienvenue. Vous habitez Jérusalem. Vous étiez anciennement parisien. Et vous avez eu plusieurs vies en une, comme beaucoup, avant de décider de venir vous installer ici. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à venir à un âge pas toujours simple pour continuer à travailler en Israël, à venir à cette période-là de votre vie ? Moi, j'ai baigné dans le sionisme toute ma vie, depuis l'amour d'Israël dans mon enfance jusqu'au Bnei Akiva, dont j'étais secrétaire général en France, bénévolement, jusqu'à des associations d'étudiants dont j'ai été directeur, en France également. On peut la citer, Intégration des étudiants juifs de France. AGECLAP, les deux, le Bnei Akiva et l'AGECLAP, étaient présidés par Michel Gurfinkel. Qu'on salue s'il nous écoute. Voilà, un bon ami à moi. Et des associations qui sont très sionistes, très... Et quel était le but de cette association-là, Intégration des étudiants juifs de France? Alors quoi la deuxième, cette association, une très grosse association qui existe depuis 33 ans maintenant, qui s'occupait des problèmes d'examen et de concours pour les étudiants juifs pratiquants. Et vous étiez en liaison, j'imagine, avec les ministères. Alors, ministère de l'Éducation, très étroite, et le Grand Rabbin de France, voilà, très étroite. Et puis l'UEJF nous déléguait cela, donc voilà, donc on était quand même en contact avec eux. Et pendant de nombreuses années, ça a très très bien fonctionné. Aujourd'hui, et depuis 7-8 ans, c'est très difficile. La laïcité l'emporte, voilà, donc c'est difficile. Ça veut dire que les étudiants pratiquants ont de plus en plus de mal à... Beaucoup de mal. À ne pas passer des examens Shabbat ou fête. Beaucoup de mal. Et de toute façon, on retrouve 70 à 80% des étudiants qu'on a pu aider, parce qu'on en a un gros volume. On les retrouve, on en a les noms, les fichiers, etc. On garde les fiches de tout le monde, attention. Hein. Et on les retrouve en Israël pour la plupart, 70 à 80% d'entre eux. Donc aux étudiants qui nous appellent aujourd'hui, on leur dit réfléchissez bien parce que vous risquez de finir en Israël de toute façon comme tous vos petits collègues des années précédentes. Donc est-ce que ça sert ? Pourquoi vous n'allez pas directement au Ternion ou ailleurs, à l'Université de Jérusalem, qui sont encore mieux en formation et vous n'aurez pas de problème. Et de toute façon, vous allez finir ici. Donc, voilà. C'est votre message, en gros. Aujourd'hui, oui, c'est clair. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Hein. Oui, j'imagine. Alors, c'est rigolo parce qu'on a commencé par votre vie, on va dire, associative. Pourtant, vous avez une vie professionnelle riche. Vous n'avez pas tout à fait encore répondu à ma question. Pourquoi vous êtes venu à cette période-là de votre vie ? On va y venir sûrement. Vous avez eu des fonctions de responsabilité assez importantes au sein de la société Airbus, bien connue. Alors, juste pourquoi ce moment ? C'est que dans Airbus, j'ai eu un moment, une opportunité de partir à un certain âge en démissionnant, mais en ayant un package de licenciement. Et le chômage pendant 3 ans. Donc, c'est une condition idéale. Parce que si vous démissionnez au milieu, vous n'avez rien. On vous donne rien, vous partez avec rien. Donc j'ai eu cette opportunité, je l'ai saisie. Comme de toute façon, je voulais partir un moment ou un autre, je me suis dit, allons-y, c'est Dieu qui m'envoie cette opportunité. Pour des raisons X, Y, il y avait un slot. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez tenu comme fonction au sein de cette société prestigieuse ? Alors, en France, dans les très grosses sociétés, on peut faire des métiers différents dans sa vie avec l'aide de la société, ce qui n'est pas le cas en Amérique ou en Israël, dans les pays anglo-saxons, disons. Et donc Airbus, j'ai eu 3 vies professionnelles très très riches. J'ai eu pendant 10 ans, j'étais en charge de l'ingénierie du développement et de l'évolution d'Ariane, de la fusée Ariane. Ensuite, pendant 10 ans, j'étais en charge de la direction financière de la branche hélicoptère du groupe Airbus. Et ensuite, les 10 dernières années, j'ai été en charge des fusions et acquisitions du secteur défense du groupe Airbus, Airbus Défense. Donc on achetait, on vendait des sociétés. Alors la stratégie était faite par la maison mère Airbus qui disait voilà, on veut se désengager du civil, on veut faire plus de support, on veut aller vers l'internet, on veut faire plus ou moins de télécom. Donc on avait des grands messages stratégiques et puis on devait trouver les cibles qui allaient avec le message stratégique qui était fourni
par la direction générale. Vous avez été amené à travailler en Israël? Non, pas du tout. Airbus ne travaille pas en Israël du tout. Voilà, c'est des problèmes français, ça. Par ailleurs, Israël n'a jamais acheté, El Al n'a jamais acheté un seul Airbus. C'est ça. Voilà. Bon, je pouvais quand même poser la question. On ne sait pas, peut-être au cas où il y aurait des secrets. Voilà. Non. Donc... Et voilà. Donc ça, c'était une vie passionnante, vraiment passionnante. J'ai adoré ce métier-là. J'ai fait 3 métiers passionnants. J'ai eu vraiment une vie professionnelle extrêmement riche. Alors, comment on se prépare lorsqu'on connaît la difficulté, alors que vous étiez encore en pleine activité, mais après 50 ans, tout juste passé, comment on se prépare à entamer une nouvelle vie professionnelle? Alors, d'abord, il faut se prendre en main. Il ne faut pas attendre, il faut vérifier, se prendre en main. Alors moi, j'avais vu mes amis de plus de 50 ans qui perdaient leur emploi chez Siemens ou ailleurs, ils ne retrouvaient pas de boulot le plus souvent. Vous parlez d'Israël. Israël, je parle d'Israël. Et j'avais vu d'autres amis qui étaient venus, qui avaient fait leur rallye après 50 ans. Du boulot en tant que salarié, c'est très difficile après 50 ans. C'est comme ça dans la plupart des pays, malgré ce qu'on dit. C'est du racisme anti-vieux ? Un petit peu. Justifié ou pas, c'est pas mon problème. En tout cas, le contexte est tel qu'après 50 ans, c'est difficile de trouver un boulot salarié. Et ici, c'est partout, c'est pareil qu'ailleurs en fait. Oui. C'est la même chose. Moi, j'ai des exemples concrets, beaucoup d'exemples concrets. Et donc, je me suis préparé à travailler tout seul. Et je m'étais dit, qu'est-ce que je peux faire tout seul ? Qu'est-ce qui se rapproche le plus de fusion-acquisition ? En indépendant, vous voulez dire ? En indépendant, oui. Okay. C'est ça, pardon, oui. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de mon métier de fusion-acquisition ? Alors, je faisais du juridique. J'avais un gros département que je coordonnais. Donc, je faisais du juridique, je faisais des négociations, je repérais des cibles, je priçais. Et je me suis dit, tiens, l'immobilier, oui, faut faire du juridique, il faut repérer des cibles, il faut pricer, il faut faire des négociations. Donc, je vais faire de l'immobilier. Je n'avais jamais fait d'immobilier de ma vie. Bon, j'avais quelques appartements à moi à Paris, mais pas plus. Et voilà. Et donc, quand je suis venu ici, j'ai fait ce qu'il fallait pour faire de l'immobilier. Alors, fait ce qu'il fallait. Vous avez passé l'examen, oui. comme tout le monde. Vous parliez l'hébreu ou pas ? Parce que c'est un examen. Non, quasiment pas. Un diplôme en hébreu. Donc, comment vous avez fait ça ? Quasiment pas. Mais l'examen est en hébreu. Il y avait une excellente formation pour les non-hébraïsants en hébreu. Mais voilà, la formation était excellente avec quelques astuces pour les non-hébraïsants pour bien passer l'examen en hébreu. On l'a tous eu avec des très bonnes notes. Extra. Donc vous ne parliez pas l'hébreu, vous en êtes où aujourd'hui ? Aujourd'hui, je parle pas mal. J'écris pas du tout, je lis pas du tout, je ne cherche pas à le faire, j'ai pas le temps. Parce que je suis débordé au niveau lecture en français, en anglais. Par contre, en langage parlé, j'ai besoin de parler l'hébreu. J'aime ça, j'aime beaucoup ça. Ouais. J'aime bien écouter la radio aussi. Voilà, donc ça, je me débrouille, je prends des cours de conversation particuliers. Donc des cours privés de conversation, voilà. Ça vous a aidé ça ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent si... énormément, alors là, vraiment, je recommande vraiment énormément. Il y a des profs, il y en a plein, je peux vous en indiquer. Des cours de conversation particuliers. Ne prenez pas des cours de groupe, ça ne sert à rien, vous ne parlerez pas. Un par un, c'est 100-120 shekels de l'heure et ça vaut la peine, vraiment. Et là, ça débloque. On fait des progrès énormes. Au bout de 9 mois, ma fille m'a dit « Mais je ne te reconnais pas, papa, c'est plus le même. » Voilà. Oui, parce qu'il faut préciser que vous aviez eu, on va dire, une vision, quoi. Vous avez fait partir vos enfants avant vous. Pas moi, ils sont partis tout seuls. Mais enfin, on imagine que vous les avez bien Non, je leur ai rien briefés. dit. Non, pas du tout, jamais, mais ils étaient conditionnés, ils baignaient dans ce milieu. Voilà. Bon, voilà, mais je leur ai jamais dit « Il faut que vous partiez en Israël » ou quoi. Vous l'avez fortement pensé. Ah oui, mais je pensais qu'ils iraient. Mais de toute façon, même s'ils n'avaient pas été, nous, on faisait notre allié avec ma femme, on était tous les deux ultra-sionistes de naissance, dans l'ADN. D'accord. Alors, vous continuez les cours de conversation, vous continuez votre activité aujourd'hui en tant qu'agent immobilier. L'Ulpan, pourtant, ça ne vous a pas aidé ? Non. Moi, j'ai fait 3 Ulpan. Ma femme a fait un Ulpan excellent. Elle parle, elle écrit, elle lit, elle tape sur Internet, etc. Il faut nous donner l'adresse. C'est l'Ulpan de l'Université de Jérusalem en juillet et août. On fait 1 mois. L'Ulpan Kites, l'Ulpan d'été. Voilà, on fait 1 mois. Il faut faire 2 années de suite, à mon avis. C'est très, très prenant. Pendant ce mois, on fait rien d'autre. C'est un sacerdoce. Moi, j'ai pas eu le courage. Elle a eu le courage, mais ça vaut la peine. Hein. Vraiment, ça vaut la peine. Il y a plein d'autres Ulpanim que je ne recommanderais pas, qui sont catastrophiques. Voilà. On ne va pas en parler de ça. Non, je ne vais pas donner de nom, mais c'est catastrophique. Voilà, en tout cas, pour les jeunes aussi, l'Ulpan Etzion, c'est l'Ulpan Etzion, top. Mais voilà, on ne peut pas le faire à 50 ans, celui-là. Mais il est très bon. Alors, comment on se débrouille dans la jungle israélienne ? Il paraît qu'on ne fait pas de cadeaux ici dans les affaires. C'est vrai ?
Bon, comme partout. Hein. Alors moi, j'ai fait des fusions-acquisitions en Europe et dans le monde. On ne fait pas de cadeaux non plus. Hein. Ouais. On vous plante à la dernière minute. Vous travaillez pendant 6 mois sur un dossier. Vous dites à votre direction, voilà, c'est prêt. Puis le gars, à la dernière minute, vous dit, non, je signe pas. Désolé, avec mon frère, on a décidé qu'on signerait pas. Les appartements, j'ai eu le même cas à Tel Aviv. Tout était prêt. Puis là, j'ai bossé 2 mois. Puis cette dame, que je ne citerai pas, mais dont le fils est connu dans le milieu radiophonique, elle a changé d'avis. A changé d'avis à la dernière minute. Les avocats avaient échangé, travaillé, etc. Elle me dit, mais non, j'ai changé d'avis. Voilà. Okay, c'est comme ça, pareil. C'est la vie. Alors, vous travaillez quoi, avec des clients français, des clients israéliens? Alors, les acheteurs sont plutôt à 80-90% français-américains et les vendeurs sont quasi à 100% israéliens. Ok. Alors, voilà. Est-ce que ça occupe tout votre temps ici ou pas? Non, j'essaie de travailler pas plus qu'un mi-temps et l'autre mi-temps, je fais d'autres choses. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? J'écris des livres, je fais des recherches. Voilà. On veut tout savoir. Donc, vous écrivez des livres, vous en avez déjà publié plusieurs. Quelques-uns, oui. Voilà. Certains qui marchent très bien, notamment les origines juives des fêtes chrétiennes. Vous avez été classé 5e... Dans les 5 premiers. 5 premières ventes de livres en 2016. Pardon. Sur les ventes des livres religieux, à thème religieux. Ok, par... le magazine Valeurs Actuelles, voilà, pas mal. Vous ne cessez de le rééditer. Oui, j'ai fait la 4e réédition en 2017. En 2017, oui. Et vous continuez à écrire sur d'autres thèmes? Alors, j'ai écrit 4 livres, dont l'histoire des Juifs de Polytechnique, qui s'est très très bien vendu. Alors, l'histoire des Juifs de Polytechnique démontre que les Juifs se sont intégrés comme des malades en France. La France les accueille à bras ouverts. Les Juifs sont surreprésentés d'un facteur 10 à l'école Polytechnique, donc c'est fantastique. Même pendant l'affaire Dreyfus, les Juifs continuent à rentrer à Polytechnique, etc. C'est fascinant, je veux dire, c'est paradoxal. Et les Juifs rentrent à Polytechnique comme des malades, les Polytechniques les accueillent fantastiquement, et puis après, on s'aperçoit d'un virage dans les années 2000, et 90, 2000, et puis je finis mon bouquin, donc le bouquin c'est ça, et puis je finis mon bouquin par une conclusion amère, c'est écrit en 2007, hein. Conclusion amère qui cite ce général dont le fils dirige un très très gros studio d'enregistrement d'émissions juives, culturelles et religieuses, que je ne citerai pas, mais vous devinerez qui c'est. Ce général très connu qui nous racontait tout le temps comment il était très très haut placé à l'armée, il dirigeait un gros centre militaire et comment un beau jour les Saoudiens sont venus visiter les Rafales français et on lui a dit écoutez, restez dans votre bureau, vous sortez pas, il y a les Saoudiens. Et puis le lendemain il a démissionné. Parce qu'il n'a pas supporté un affront pareil. Et j'en ai d'autres, des croustillantes si ça vous intéresse. Je peux vous donner une amusante, celle-là. C'est un copain à moi qui est au Salon du Bourget. Il est avec le directeur général d'un grand groupe électronique que je ne citerai pas, français, mais européen, très très connu, électronique. Et il bavarde avec ce directeur général dans son bureau. Ils essaient de discuter. Il est juif, mon copain pratiquant, mais les gens ne le savent pas. Il n'a pas de kippa, etc. Et puis, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, il dit « Vous me dérangez, je suis en réunion. » Il dit « Mais monsieur, il y a les Saoudiens qui sont là pour visiter. » Il dit « Bah alors faites-les visiter. » Il dit « Mais il y a les Saoudiens. » Mais il dit « qu'Alouche leur fasse visiter. Alouche, il est là pour ça. » Il dit « Mais Alouche !» Il dit « Mais et alors Alouche ?» Bah Alouche, il est là pour ça, qu'il les fasse visiter. Mais Alouche Ah, j'ai compris. Bon, bah je vais y aller moi-même alors. Voilà. Pour vous illustrer, c'est quelques croustillantes parmi d'autres, mais voilà l'ambiance en France. Ouais, donc voilà l'ambiance. Un livre apparemment qui vous a beaucoup tenu à cœur. Pour montrer ce virage, voilà. Vous avez écrit aussi un autre livre en 2013, Le mythe de la France vainqueur. Oui. Et puis vous êtes sur un projet assez intéressant. Un projet sur l'armistice de 14-18. Comment ce mauvais armistice, alors il est jugé mauvais de 2 aspects différents. Certains le jugent mauvais. On peut lire des tonnes de livres là-dessus. La moitié des livres le jugent mauvais, cet armistice, parce qu'il est trop gentil envers les Allemands. Donc les Allemands ayant été trop bien traités, ont pu se réarmer facilement. Et l'autre moitié des livres le jugent trop méchant avec les Allemands. Donc les Allemands ayant trop souffert après cet armistice, ont été amenés à se réarmer, parce qu'ils ont eu trop souffert. Donc, ayant trop souffert, ils ont voulu se venger. Donc vous faites un parallèle aujourd'hui. Ce parallèle, vos auditeurs, ils vont le sentir. Est-ce qu'on est trop gentil quand on fait un traité de paix avec les Palestiniens, en leur laissant Gaza, en leur laissant en leur laissant Oslo, etc. Ou est-ce que, comme d'autres disent, ce que je ne pense pas, on est trop méchant
On est trop dur et c'est ce qui les amène à être contre nous, parce qu'on est trop dur. Donc pour l'instant, vous travaillez sur ce projet-là. Bah oui, parce que je pense qu'on va beaucoup apprendre de ces débats-là sur les débats actuels, parce que ces débats, ils ont leurs tenants et aboutissants, et on peut peut-être, je ne suis pas sûr qu'on y arrive, mais on va voir, c'est mon travail, on peut peut-être, en miroir, reprendre ces débats de l'époque, qui ont continué jusque dans les années 50-60, et les projeter aujourd'hui, voir qu'est-ce qui nous enseigne aujourd'hui sur ce qu'on veut faire avec les Palestiniens, parce qu'il faut bien faire quelque chose avec les Palestiniens. Moi, je pense qu'il faut être très dur, parce que ces gens-là veulent tout Israël. Bon, ça, c'est ma position, mais c'est intéressant de voir les positions des autres aussi. Ok, alors on voit que vous êtes entré de plein pied dans cette réalité israélienne, qu'elle soit au niveau personnel, au niveau politique. Vous êtes en plein dedans. Alors quel serait le conseil ? Je fais partie du Likoud aussi. Voilà, on le devinait, mais voilà, maintenant on le sait. Ah non, mais moi je suis Likoud à fond. Ok. Quel est le conseil que vous donneriez à ceux qui ont votre âge, qui ont envie de venir, ou ceux qui ont des enfants, qui hésitent, ceux qui commencent des études? Déjà, à 40-45 ans, si on ne parle pas hébreu et qu'on n'a pas des formations flexibles, etc., c'est difficile. Voilà. Il ne faut pas pousser à l'ALIA tous azimuts. Par contre, là où c'est criminel, c'est de ne pas pousser les jeunes à faire leur ALIA après leur bac. C'est criminel. Oui, c'est criminel, absolument. C'est criminel parce qu'ils vont rester en France et à 60%, ils vont se marier mixtes, en moyenne. Je ne parle pas de juifs pratiquants. Là, le taux sera plus faible. Donc là, vous parlez d'un autre sujet, mais criminel, ça veut dire qu'ils seront plus juifs dans 3 générations. Donc, criminels, ils seront plus juifs. Donc voilà, on va éliminer des juifs. Si c'est ça qu'on appelle... c'est une forme de Shoah, d'éliminer des juifs physiquement ou de les sortir du judaïsme, oui. Pour moi, j'appelle ça criminel, tout à fait. Après le bac, il faut faire son alia. Il y a tout ce qu'il faut ici. Je ne parle pas d'ensuite de l'amour d'Israël un message ou de la religion. Entendu dans la communauté juive de France à l'heure actuelle ou... Pas du tout. Ni entendu, ni forcément... Non, le grand rabbin de France et le président de la communauté, le président du consistoire, ne relayent pas ce message. Ils se donnent des bonnes raisons pour ne pas le relayer, de pousser les jeunes à faire leur alia. Et je leur en veux beaucoup. Voilà, on le sent bien. Voilà, les jeunes doivent faire leur alia après le bac. Ok, donc sur ce joli conseil, on va finir comme ça, parce qu'apparemment c'est un message qui vous tient beaucoup à cœur, Félix Pérez. On était content d'avoir passé Merci à vous. Un petit moment avec vous. Merci pour vos émissions passionnantes toujours. C'est sympa, en tout cas c'est vous qui en faites la teneur, c'est tous les invités, la richesse de leur parcours, leurs différences, c'est ça qui nous met du baume au cœur, franchement, de voir cette diversité extraordinaire. Qui fait la richesse du peuple juif. Et qui fait la richesse du peuple juif, je suis bien d'accord avec vous. Donc Félix Pérez, merci beaucoup d'être venu. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. Studio Kalita vous raconte leur histoire. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.